Expansion PME, propulsée par Axe Montérégie, pôle de développement stratégique. Acteur clé du développement régional qui propulse les initiatives, fait bouger les idées et crée un impact réel. Vous présente l'Axe de croissance, le balado qui vous inspire la direction, qui vous aide, vous informe et vous permet d'apprendre. À travers des intervenants de plusieurs horizons, parlons de sujets qui vous intéressent. Mon nom est Benoît Rochefort et j'ai le privilège d'aller à la rencontre d'entrepreneurs et de personnes qui connaissent leur domaine. Dans cette première série, abordons comment faire des affaires avec la Défense nationale dans le cadre des rendez-vous des PME. Édition Sécurité-Défense. Alors, il y avait une entrevue que j'avais hâte de faire dans tout le listing, même si chacune d'elles avait un petit quelque chose en particulier, mais ma prochaine invitée, elle est directrice principale transformation et sécurité de l'entreprise, Service public et approvisionnement Canada, Madame Isabelle Corriveau. Bonjour, Madame Corriveau. Bonjour, Benoît. Merci d'être là. Plaisir. J'arrive d'Ottawa. Vous arrivez d'Ottawa, c'est loin? C'est loin, hein? Moi, j'arrive du Saguenay. On s'est retrouvés ici à Saint-Jean. C'est bon. Donc, bref, je vous lance là-dessus, Mme Corriveau. Directrice principale, vous avez un grand titre qui dit beaucoup de choses. Ça veut dire quoi exactement? Bien, écoute, on va décortiquer. Ouais. Des fois, des titres comme ça qui sont un peu nuancés, c'est parce que les gens qui ont créé ce poste-là, ils veulent justement se donner la liberté de nuancer qu'est-ce que le poste devra faire. Et, tu sais, au gouvernement, les choses sont souvent très encadrées, très bien définies. Et puis, c'est pas partout qu'on a envie de faire de l'innovation, de la transformation. Alors, moi, je me considère très chanceuse de d'avoir une boss qui a créé un poste justement en sécurité, dans le domaine de la sécurité, puis d'y mettre le volet transformationnel. Alors, entreprise, le mot entreprise ici, ça veut dire pan-gouvernemental et puis multifonctionnel. Alors, au lieu d'appliquer la sécurité dans un seul domaine et de rester là puis d'être statique ou stoïque, c'est évolutif, puis ça devrait être vu en forme de prisme. Alors, pour essayer de résumer le tout, c'est qu'on me demande de diriger, alors directrice principale, des équipes projets ou des équipes de services, donc programmes. Ça peut dépendre de ce qui est exigé. Et il y a toujours un volet multifonctionnel, donc à travers les divers ministères et services du gouvernement, il y a toujours l'axe principal que c'est en fonction d'une exigence en sécurité. Et le T pour transformationnel, c'est qu'il y a du net new, ça va être nouveau, il faut changer, il faut évoluer, il faut permuter. Alors, quand il y a ces trois choses-là, projet, programme, on me le donne. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a des projets d'innovation, des nouveautés qui peuvent arriver. Et justement, cette transformation-là, que je pense qui était quand même attendue au Canada, notamment avec la nouvelle stratégie industrielle, donc qui, elle aussi, est une belle nouveauté. Puis justement, on a eu un intervenant dans les balados à ce niveau-là. Et d'ailleurs, dans ce contexte-là, c'est quoi les exigences que, dans le fond, que la défense demande aux entreprises pour être capable de, dans le fond, de faire affaire avec vous? Alors, c'est vraiment tout le temps axé sur la gestion de risque. La sécurité, c'est à travers 8 domaines de contrôle. Fait que je vais vous en nommer une couple. Tu peux avoir la cybersécurité, tu peux avoir la sécurité des contrats, donc c'est-à-dire dans le cadre d'un engagement ou d'une relation contractuelle, il y a une exigence en sécurité. Sécurité du personnel, sécurité matérielle, il y en a plein, d'accord? La sécurité des urgences. Alors, pour faire affaire avec le gouvernement du Canada, mais spécifiquement dans le domaine de la défense, le ministère de la Défense et, entre autres, le CAF, donc les Forces armées canadiennes, ils se doivent d'identifier quel est le risque de faire affaire avec une entité tierce, donc du public,
un fournisseur, lorsqu'ils doivent avoir accès à de l'information ou doivent avoir accès à un établissement ou qu'on fait affaire avec eux et donc ils nous offrent un service ou un produit, quel est le niveau de risque? Et là, il y a une désignation, il y a un processus qui s'adapte, qui s'applique, et puis c'est au ministère de la Défense nationale tout le temps de dire, dans le cadre de tel service, pour tel fournisseur ou tel contrat, on va exiger qu'il y a un besoin, ça va devoir être au niveau classifié. Puis au Canada, parce qu'on est simple de même, on a décidé que quand c'est classifié, bien, c'est parce que il y a un enjeu au niveau national. Et quand c'est désignation protégée, donc c'est sous le domaine classifié, c'est pas un enjeu national, mais c'est au niveau de, par exemple, l'information privée, où c'est assez sensible qu'on doit quand même y attribuer une certaine rigueur, une mesure de contrôle. Alors, les habilitations sont toujours à la base basées sur l'identification du risque. Puis le risque, on l'identifie tout le temps. C'est quoi l'impact, puis c'est quoi la probabilité. Et dépendamment de qu'est-ce qui a été évalué, on y attribue un niveau de contrôle. Peut-être pour situer ceux qui nous écoutent, le risque zéro n'existe pas, là, ce qui nous enseigne en finance, entre autres. Donc, on parle de probabilité, niveau de risque. Donc, je présume qu'une entreprise doit démontrer d'être patte blanche sur plusieurs aspects de leurs opérations pour être capable d'être habilité, en quelque sorte. Oui, donc il y a un processus qui doit se faire. Et puis, entre autres, je dirais que ce qui s'applique dans le cadre d'aujourd'hui, dans le cadre de l'événement, c'est qu'il faut que les compagnies comprennent que d'abord et avant tout, c'est pas tous les contrats avec la défense qui va y avoir une exigence en matière de sécurité. Globalement, pas juste la défense, mais je te dirais globalement, dans tous les approvisionnements du Canada, c'est à peu près 25 % je pense, en tout cas, aux dernières stats. Au niveau de la défense, c'est sûr que la proportion est peut-être dans les 85 %. Pourquoi? Parce que déjà, juste mettre le pied sur un site de la défense, des fois, ça exige une certaine cote de fiabilité. Es-tu fiable pour qu'on te fasse confiance pour toute l'information qu'on va te donner dans le cadre du service? Mais tu sais, si tu vends du papier, là, bien là, pas besoin d'une cote secrète. Mais si tu fais des bebelles, tu fais un truc, une pièce de machinerie lourde ou qui s'insère dans un camion, dans le civil, mais que là, tu as décidé que, de façon innovateur, tu dis, bien, peut-être que cette pièce-là, dans une machinerie ou un truc, une machinerie qui appartient à la défense, bien là, ça va tomber dans un écosystème où est-ce que là, c'est beaucoup plus complexe. Fait que là, peut-être que même si, agnostiquement, tu fais juste une pièce de machinerie, dans le contexte dans lequel elle va être fabriquée et dans le cadre de où elle va devoir être insérée, dans ce contexte-là, peut-être que là, ils vont y appliquer une mesure. Donc, il y a 3 programmes. Programme numéro 1, c'est si ce service-là ou cette information-là, la donnée ou la pièce en tant que telle, elle est inscrite sous un règlement. Alors, il y a une loi, le Defense Production Act, la loi de la défense. De là découlent des règlements qui définissent c'est quoi la liste des marchandises contrôlées. Et puis, cette liste-là dit que quand tu as ça en sa possession, tu dois absolument être inscrit au premier programme, le marchandise contrôlée. Alors, ça, on met ça en place. Que tu sois avec un contrat ou pas avec le gouvernement du Canada, c'est un règlement. Ça, c'est pour honorer une entente qu'on a eue avec les États-Unis là, à la tournure des années 2000, parce qu'eux, ils ont le International Traffic and Arms Regulation. Ils ont dit, telle bébelle, hein? Ça, là, non, là, on ne partage pas ça à qui de droit. Et ils ont établi ce qu'ils appellent le ITAR, les règlements. Nous, au Canada, on a dit, on ne partage pas tout à fait les mêmes valeurs dans le cadre de ce que vous appliquez, ce règlement-là. Mais au Canada, on peut vous promettre que puisque notre
mise en marché dans la défense, c'est tellement intégré. Des fois, la même pièce va passer 4 ou 5 fois entre le Canada et les États-Unis, tu sais, back and forth, back and forth. Alors, on a dit, on va vous honorer vos exigences, on va créer notre propre programme au Canada avec nos propres valeurs. Par exemple, si tu n'es pas un citoyen canadien, mais que tu as une citoyenneté permanente, aux États-Unis, ils ne t'autoriseraient pas à avoir accès aux marchandises contrôlées, mais au Canada, ça peut être différent si tu as passé toutes les exigences du programme. Bref, c'est le premier programme. Indépendamment de ça, par exemple, là, on prend la même pièce là, dans le camion. OK, bien là, la défense, ils veulent ma pièce, là, ça va être écœurant dans le tank. OK, super. Est-ce que cette pièce-là, elle est définie sous la liste des marchandises contrôlées? Bien là, elle a dual use. Elle peut être utilité civile, mais autant militaire. Fait qu'il faudrait voir. Fait que la première chose que je dirais, c'est toujours être très, très à l'affût dans le domaine de quiconque que vous êtes, là. Être à l'affût, tu tombes dans quelle boîte? Est-ce que ce que tu fais, même si c'est civil, une fois mis dans un contexte militaire, elle va être définie sous le régime des marchandises contrôlées? Si oui, tu t'es inscrit. Mais là, si la défense te dit « Ouais, bien là, ta pièce, là, parce qu'elle va... tu vas avoir accès à un blueprint, un design, puis il va falloir qu'on t'explique comment que ta pièce, il va falloir que tu la modifies pour qu'elle puisse vraiment être efficace dans ce véhicule de l'armée-là ou dans le sous-marin X qu'on est en train. C'est de l'information stratégique. Là, bien là, c'est de l'information qui a un impact national. Alors, ça se peut que là, en plus d'être inscrit dans... Parce que en soi, la pièce, elle est définie comme une marchandise contrôlée. Bam! Pour faire simple, comme vous dites au Lac-Saint-Jean, faire simple de même, bien là, ils vont dire il y a une désignation à cause du contexte et du risque de toute l'information qu'on va te donner pour faire affaire avec nous. On va y appliquer une désignation, que ça soit protégé A, B ou C, ou dans le cadre de classifié secret, top secret, peu importe. Bien là, OK, on peut-tu te faire confiance avec ça? Bien là, on va t'obliger de te donner une cote personnelle et une cote organisationnelle. OK, c'est 2 cotes différentes, ça? C'est-à-dire que la personne en soi, on regarde, as-tu un dossier criminel? Est-ce que toi, Benoît, tu es fiable, cote de fiabilité? Est-ce que tu es une menace? As-tu des affiliations qui sont contre le Canada? Bien là, l'autorité du renseignement avec qui on fait affaire, ils vont faire une petite enquête sur toi et puis on va établir, est-ce qu'on peut te faire confiance? Et si oui, ils check, là, ils check. Puis là, ils te donnent une cote, mettons, secrète. OK, parfait. Mais la cote, elle ne t'appartient pas. Ce que les compagnies, les PME doivent comprendre, c'est que le programme de la sécurité des contrats, dans le cadre d'un contrat, si on te donne une cote, on la donne à l'organisation. On fait confiance légalement à l'organisation. Et l'organisation, c'est un président, un investisseur, ça peut être un conglomérat de 12 personnes. Ils vont toutes passer au cash, on va toutes les évaluer et on va te passer à travers toute une série. On va te donner une cote organisationnelle. Pourquoi? Parce que le contrat entre la défense et, mettons, Benoît Incorporé, légalement, le contrat est avec l'entité et pas avec Benoît en particulier comme individu. Donc, même si Benoît est une compagnie de 1, il faut que légalement, la clause dans le contrat, c'est toi qui as le contrat avec le gouvernement du Canada et toi, la seule personne que tu as ou les 10 personnes de ta compagnie vont devoir avoir une cote personnalisée selon le niveau de la cote organisationnelle. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que toi, tu décides, bien, tu sais, on est, mettons, 50 personnes. On fait des machines, on fait des petites bébelles pour les machines. Bien, c'est peut-être pas les 50 employés là, qui ont besoin de travailler sur le blueprint puis sur le design. Fait qu'il faut donner des codes personnalisés en fonction de ce qu'on appelle le need to know, le need to access. C'est seulement ceux qui vont avoir besoin d'accéder à l'information. Donc ça implique quand même un ajustement pour l'entreprise parce que... Se poser des questions. Sur 50 personnes, si par exemple, c'est 10 personnes qui travaillent sur la dite pièce, oui. Possiblement qu'il doit y avoir, puis là, je suis dans les hypothèses, mais il doit sûrement y avoir une pièce ou des procédures de protection d'informations, de procédures, et ainsi de suite. Donc, ça engendre des coûts aussi. Là. Fait que moi, je dis toujours aux compagnies, parce que moi, le nouveau programme qui s'en vient, ça, c'est le 3e, le PCC, donc Programme canadien en cybersécurité, certification de cybersécurité, c'est qu'on met en place un programme où les compagnies vont pouvoir s'auto-évaluer
pour les niveaux 1. Les niveaux un peu plus complexes, c'est-à-dire jusque tu as 98 contrôles, là, ils vont devoir faire appel à un auditeur, si on veut, certifié, accrédité à travers un processus rigoureux, qui vont aller chez vous puis vont dire « Benoît, là, tu veux bider sur ce contrat-là, là? Tu es en train de faire des petites bébelles, là, dans ta petite machine, là? Prouve-moi puis montre-moi comment que c'est juste 10 sur 50 qui vont avoir accès à l'information. Pourtant, ils ont tous accès au même réseau. Ben oui, parce que tout est digitalisé. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour t'assurer que c'est seulement 10 qui ont le mot de passe ou le justificatif qui vont leur donner accès à l'information et pas les 40 autres? Puis comment tu t'assures pour que les 40 autres, que ça ne bleed pas, que ça s'en aille? Alors, dis-nous comment tu fais ta sensibilisation au niveau de ton organisation. Dis-nous comment tes réseaux sont protégés. Est-ce qu'ils utilisent les bons standards pour l'encryption de ton information? Est-ce que tu fais appel à un service de cloud? Est-ce que tes données sont dans un cloud? Bien, c'est qui ce cloud-là? Ah, est-ce que ce cloud-là est certifié? Hey, ça finit plus. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer le niveau de complexité et ce qu'on appelle en anglais les layers, donc les niveaux. Parce que c'est un petit peu comme Astérix et Obélix des fois. Hein? On va à la porte 14, on va à la porte 12. Puis ça peut être facilement trop complexe. Mais est-ce que c'est nécessaire que ça soit compliqué? Non. Le gouvernement du Canada se doit d'expliquer à une compagnie, surtout une PME, comme toi, mettons, je dirais Benoît Incorporé, écoute, tu as 3 programmes, c'est 3 différentes raisons. Ça se peut que quand tu vas sur achat et vente, le web, là, la plateforme web, c'est marqué, tu as besoin d'une cote, il faut que tu sois inscrit au machin du contrôle. Puis là, tu as un niveau 2, c'est parce que... Bien, ça serait à nous d'être vraiment... d'outiller les compagnies à mieux comprendre. Est-ce qu'il y a un chemin critique? T'sais, on a du chemin à faire, là. Il faut vraiment simplifier un peu plus l'accompagnement. Puis ça, on a des mesures en place de transformation pour aider à arriver là rapidement parce qu'on n'a pas grand temps. Sauf que ne faut pas sous-estimer l'envergure et la complexité. Si tu veux faire affaire dans le domaine de la défense, si tu ne vends pas du papier de toilette, puis même si tu vends du papier de toilette, mais c'est du papier de toilette super spécial, parce que, je sais pas, en tout cas, je manque d'idées. On n'ira pas dans le détail. On n'ira pas là dans le détail. Tu comprends? Absolument, absolument. Fait qu'il y a 3 programmes qui s'assurent de ce qu'on appelle l'habilitation, mais ça dépend de quel niveau de risque et c'est quoi les exigences selon le service ou la commodité du contrat. Là, on parle de la sécurité-défense. Est-ce qu'il y a aussi une différence dans l'approvisionnement avec le gouvernement? Parce que, tu sais, une entreprise, elle pourrait peut-être se dire, bon, OK, j'aimerais ça vendre au gouvernement du Canada, oui. Pas nécessairement aux forces. Ça serait quoi les particularités, les différences, très rapidement? Alors, c'est très similaire, dans le sens que le processus end-to-end, là, tu sais, mettons, tu as 10 étapes. Je te dirais que les 6 premières étapes, c'est les mêmes. OK. Bon, là, ça commence tout le temps avec est-ce que je me suis inscrit? Est-ce que j'ai un numéro? Un peu comme ton quand tu fais tes impôts, tu utilises ton numéro d'assurance sociale. Fait en tant que compagnie, est-ce que je suis inscrit pour faire affaire avec le gouvernement du Canada? Ça commence là. Fait que tu fais les bonnes démarches pour être inscrit. Après ça, est-ce que j'ai un profil sur la plateforme web Achat, tu sais, Canada Buy, Achat Canada? Fait que ça, c'est la même chose. Sur défense ou pas, là, c'est la même affaire. 3e chose, est-ce que tu comprends bien où tu fites dans l'écosystème? Parce que peut-être que, comme je te donne l'exemple de celui qui fait la petite machine ou celui qui fait des bornes d'électricité pour les véhicules civils, bien, peut-être qu'il peut vendre au Canada, dans le civil, on a des véhicules. Il y a plein de ministères qui achètent des véhicules pour faire le travail qu'ils font. Bien, là, tu peux vendre absolument dans ce qu'on appelle le domaine civil. C'est de la minute que tu transposes dans le domaine défense, c'est là où est-ce que c'est les mêmes étapes. Par contre, les exigences, étant donné la gestion de risque, risquent d'être plus accrues, donc plus onéreuses. Peut-être il va en avoir plus. On va t'exposer à être certifié ou à prouver que tu rencontres les exigences pour faire affaire dans le domaine de la défense, mais qu'au civil, on ne l'exigerait pas. À ce moment-là, parce que là, on a parlé des 3 catégories. Vous avez abordé les habiletés.
donc le niveau d'habilitation, et ainsi de suite. Ça, ce volet-là, est-ce que ça peut représenter aussi une contrainte? Je vous explique. Justement, j'ai mon entreprise, j'ai une belle innovation, j'ai fait les processus, je suis en démarche, ainsi de suite, puis mon produit, justement, c'est plus un produit courant. Est-ce que, dans le fond, toutes les entreprises doivent avoir absolument le même niveau d'habilitation pour être capables de faire une percée lorsque c'est le temps de vendre à la défense? Non. Alors, c'est une bonne question parce que souvent, il y a des assumptions où il y a de la fausse information. Premièrement, tu sais, les PME, souvent, ce n'est pas elles qui vont avoir le plus gros contrat. Ils vont faire partie d'un conglomérat ou d'un consortium, d'un groupe. Et le danger, c'est souvent le prime qu'on appelle, donc l'entité première. Ils vont vouloir garder ça le plus simple possible. Eux autres, ils doivent rencontrer les exigences qui sont inscrites, qui sont définies par, mettons, la défense. Mais c'est pas parce qu'eux, ils doivent rencontrer toutes les exigences que toi, Benoît, qui fais seulement une petite partie de l'ensemble du service ou de ce qui est vendu, que tu devrais te faire imposer les mêmes exigences. Fait que, est-ce que c'est une contrainte? Ça dépend, dans le sens que il y en a des primes ou des main, des compagnies de première, qui vont utiliser ça à leur avantage pour faire affaire seulement avec les PME qui veulent. Puis ça, c'est pas juste. Puis, il y en a qui vont aussi trouver que c'est plus simple, puis c'est un peu paresseux à mon avis, mais tu sais, je veux dire, ils font ce qu'ils veulent pour sauver des sous. Alors, ou ils veulent absolument pas avoir du risque dans leur chaîne d'approvisionnement de leur propre offre à commande, si on veut. Fait que la contrainte, c'est il faut absolument comprendre c'est quoi que tu offres, c'est où tu fites dans l'écosystème de cette offre-là d'achat et dans ce marché-là. Et dans ta chaîne d'approvisionnement, dans ton domaine à toi, c'est où ce que tu dois absolument t'assurer d'avoir les exigences en sécurité, c'est où ce que, si on te l'impose, c'est pas nécessairement vrai. Ou est-ce que tu dois être très lucide de bien comprendre si l'exigence s'applique dans le contexte qu'on te le donne. Si, mettons, l'entrepreneur s'aperçoit que, justement, c'est trop, puis que ça ne s'applique pas dans son domaine, est-ce qu'il peut le signifier d'une façon ou tout simplement, il est obligé d'arrêter son processus? Alors, je n'ai pas de réponse à ça particulièrement, mais ce que je dirais, c'est toujours prenez rien pour du cash. Okay. C'est important que, surtout les PME, tu sais, time is money, là, ils n'ont pas de temps à perdre. Je dirais, posez des questions et demandez des preuves. Je donne un exemple. Si l'entité première dit à la petite PME, bien là, on fait affaire avec les États-Unis, on va t'imposer US ITAR. Attends, là. US ITAR, ça ne traverse pas la frontière, ça, au Canada. L'équivalent de US ITAR, sous un programme canadien, c'est le programme des marchandises contrôlées. Oui, US ITAR, des items identifiés US ITAR, ils sont traduits au Canada avec l'inscription du programme de marchandises contrôlées. Fait que, en tant qu'entité, en tant que PME, posez des questions. Assurez-vous de voir et de comprendre si c'est vraiment réel, l'exigence qu'on vous dit d'avoir. Puis si ça l'est, bien là, niaise pas. Dépêche. Parce que c'est long. OK. Autre question par rapport un peu à ça. Dans ce que vous entendez, ce que vous avez vu, c'est quoi les erreurs que les PME en fait posent ou en fait qu'ils font dans tout le processus quand c'est le temps de faire affaire avec le gouvernement? OK. Bien, la première erreur, c'est de sous-estimer le niveau de complexité que ça peut signifier. Deuxième erreur, c'est de faire des assumptions. Va pas assumer. Dans le sens que va te renseigner, va t'en lire sur tes sites web, puis si c'est pas ça que t'aimes, parce que t'as ça lire, OK, puis je sais pas, t'es peut-être dyslexique, va te trouver de l'aide, parce que il y a des rouages. Puis comme je disais, il y a des niveaux, parce que c'est de la gestion de risque. La gestion de risque, là, c'est pas simple. Alors, la première erreur, c'est de faire des assumptions qui sont pas vraies. Fait que vérifie. Quand on te dit « tu as besoin de ça », tu dis « attends, c'est marqué où ça? Montre-moi c'est où. » Ah, bien, c'est inscrit dans la clause que j'ai. Oui, mais comment que ça s'applique à moi? Moi, je suis 4 niveaux plus bas, là. J'ai-tu vraiment 4 niveaux plus bas besoin d'être top secret ou secret comme que toi, on te demande? Puis si tu me dis oui, pourquoi?
Fait que les assumptions, de se renseigner, de ne pas sous-estimer le temps que ça prend. Et la dernière chose que je dirais, c'est la première erreur, c'est que les compagnies canadiennes, ils pensent que c'est leur droit d'avoir une cote de sécurité ou que on leur doit ça. Non! Ah ouais, les entreprises canadiennes pensent que c'est un droit. C'est-à-dire que Ou est-ce que souvent, c'est plus un droit de faire affaire avec la défense ou avec le gouvernement? Non, c'est vraiment quand il arrive à l'étape de se faire dire toutes les exigences en sécurité, mais là, moi, donne-moi là ma cote, là. Ouais, J'ai je besoin comprends. de ma cote pour faire affaire. Attends, là. C'est pas parce que tu veux faire affaire avec le gouvernement du Canada, la défense, que je te dois une cote. On te fait confiance avec l'information que toi, tu le sais pas, là, mais tu as peut-être 14 personnes qui font du corporate d'espionnage. Puis là, je vous aide, Isabelle, à regarder trop de films, OK, d'espions. Je vous le dis, là, on se fait au Canada des millions de fois par jour. Il y a des gens qui essayent de rentrer dans nos réseaux pour avoir accès à de l'information. Et présentement, Des millions de hits par jour ouais. que le CSE, donc l'entité du gouvernement du Canada qui protège nos réseaux, a des algorithmes pour nous protéger. Des millions de hits. Et le plus gros écosystème qui est menacé présentement dans la chaîne d'approvisionnement en matière de défense, c'est tout ce qui n'est pas classifié. Fait qu'on ne faut pas prendre ça au sérieux. Absolument. Faut pas que ça soit trop compliqué, faut pas que ça te coûte trop cher. Je comprends tout ça. Mais là, c'est une guerre économique. OK? Ça fait des années que tout va bien, la mondialisation. Faut juste se réveiller un peu, là. Présentement, là, ça bouge dans le monde. Puis le Canada a besoin absolument de diversifier son portfolio économique. Alors, il faut penser maintenant sécurité économique. C'est très, très, très connecté avec défense, puis c'est très, très, très connecté avec chaîne d'approvisionnement. Fait que si les trois vont ensemble, pense que ton investissement en cybersécurité ou ton investissement à obtenir une cote de sécurité ou de t'inscrire au programme des marchandises contrôlées, c'est comme une politique d'assurance. Ta maison, elle passe-tu au feu 4 fois par jour? Non. Mais tu prends une assurance pareille, hein, au cas qu'elle fasse. Bien, c'est ça. Je trouve ça intéressant que vous abordiez ça parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde qui change actuellement. Puis c'est pas... des fois, ça peut être un peu insécurisant. Donc, le fait de savoir que c'est quand même compliqué, que, tu sais, justement, il y a des mesures de protection. Je pense qu'aujourd'hui, en 2026, là, ça prend encore plus son sens. Puis c'est important, je pense, que les entreprises aussi se conscientisent que, justement, une PME, tu dis, il faut que tu sois prête aussi pour entamer le processus. Il faut que tu aies une structure, il faut que ton entreprise soit aussi protégée. Parce qu'à partir du moment, puis corrigez-moi si je me trompe, mais à partir du moment que tu es dans la roue, que tu fais affaire avec la Défense nationale, tu peux devenir aussi une cible d'une certaine façon. Ils sont tous des cibles. La chaîne d'approvisionnement, présentement, là, de la défense, elle est une cible, ça fait des années. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ils ont créé leur programme de certification en cybersécurité. Eux, ils n'étaient pas comme au Canada. Il n'y avait pas comme des codes de sécurité sous le domaine classifié. Donc, ils étaient un petit peu en rattrapage, si on veut. Mais Les Américains? Les Américains. Mais là, don't quote me, comme on dit. Mais au Canada, on comprenait ça. Puis nous, on a pris au sérieux le programme des marchandises contrôlées. Fait que les firmes canadiennes qui sont déjà inscrites dans le programme des marchandises contrôlées ou qui ont une cote organisationnelle, quand ils arrivent à vouloir se certifier en matière des contrôles en cybersécurité, ils ont une longueur d'avance parce qu'ils comprennent. Mais moi, ce que j'aime de ce que tu dis, c'est qu'au Canada, on est gentil. Hein? C'est vrai. Puis, on veut faire affaire. Notre idée est bonne. Puis, les gens qui sont créatifs, ils voient l'opportunité économique, parce que c'est là qu'on investit présentement au Canada. Oui, mais tu comprends-tu, là, tu t'en vas dans le domaine de la défense. Il y a des gens en uniforme que dans la patente que tu vas avoir créée et bâtie sur la chaîne d'approvisionnement, il y a du monde qui vont être dans ce camion-là puis qui peuvent sauter sur une mine.
Fait que c'est important de comprendre de quoi on parle. On parle d'équiper les hommes et les femmes dans le cadre des Forces armées canadiennes. On parle d'une capacité. Et la sécurité économique dépend de ce que les Forces armées canadiennes peuvent faire et vice-versa. Fait que maintenant, la définition du mot défense. Je donne le défi à tout le monde. Je ne sais pas ce que je regarde, là. Mais quelle est maintenant la nouvelle définition du mot défense? On dirait que la définition maintenant s'étend. Puis, c'est la réalité. Fait que si toi, tu étais en périphérie ou tu étais en dehors de la définition avant, avec ta commodité, ta bébelle ou ton service, puis que là, maintenant, tu rentres dans la bulle, bien, j'ai des nouvelles pour toi. Tu penses que c'est cool, hein? Tu vas avoir accès à du financement, hein? Ben oui, on a besoin de toi. Mais là, maintenant, tu fais partie de la bulle où est-ce que ça devient sérieux. Une bulle qui est quand même bien sentie, je pense. C'est-à-dire que j'ai entendu plusieurs personnes me dire que, justement, il y avait... Tu sais, il y a le milieu militaire, puis justement, quand on fait la différence avec le civil, parce que tout à l'heure, en fait, vous avez utilisé aussi ces termes-là, avec le civil, puis, tu sais, il y a comme vraiment deux mondes. Puis je pense qu'actuellement, quand vous faites référence, dans le fond, à la sécurité économique, ce que je trouve intéressant, c'est que là, avec les investissements annoncés, notamment dans la défense, ça va stimuler aussi ces chaînes d'approvisionnement pour justement conserver aussi de l'argent ici d'une certaine façon. Absolument. Puis aussi de renforcer, parce que les entreprises qui, dans le fond, qui génèrent du chiffre d'affaires, qui génèrent aussi des bénéfices, peuvent investir dans l'innovation, oui. Peuvent aussi mieux se structurer. Puis moi, je pense aussi c'est important de voir l'opportunité. Oui. Tu sais, tantôt, on a parlé beaucoup de classification. Oui, oui. Je ne veux pas que les entreprises voient ça non plus à qu'ils aient peur. Au contraire, prenez le taureau par les cornes, puis essayez d'être meilleur parce que, justement, si vous voulez faire affaire et être actif dans ce marché-là, oui. vous devez être prêt. Vous devez être prêt, puis vous devez faire face aussi à la concurrence, parce que la concurrence, ça ne sera pas juste au Canada. La concurrence va être mondiale aussi, parce qu'il y en a qui vont vouloir avoir ces contrats-là. Oui. Donc, il faut que vous soyez meilleur. Puis si, tu sais, dans le fond, je ne veux pas dire cette barrière à l'entrée-là, mais tu sais, en fait, cette marche-là à monter, tout le processus, ben, je pense que ça vaut la peine d'en prendre une à la fois puis de les monter, oui. Puis de se structurer pour être capable de le faire. Fait que là, ce qui est important de comprendre, c'est que le Canada, en tant qu'autorité fédérale, c'est à nous de bien comprendre notre environnement. Hein? Tu ne peux pas demander à un enfant de 14 ans, soudain, d'agir comme un adulte. Puis là, c'est vraiment pas une bonne analogie, mais ce que je veux dire, c'est... Non, parce qu'à 14 ans, il est dans sa crise d'adolescence. Mais le gap est incroyable. C'est comme si soudain, le Canada, dans sa crise identitaire, au niveau de son économie, s'est dit, OK, bon, premièrement, il faut que je diversifie mon portfolio. Hein? L'investissement de nous-mêmes envers nous-mêmes. Premièrement, au lieu de regarder ailleurs ou regarder aux États-Unis, bien, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant chez nous, puis on va investir chez nous. Fait que ça s'est vraiment bien senti dans la dernière année. Fait que ça, c'est excellent. Mais ça veut dire que c'est tout un shift culturel au niveau des processus, au niveau de ce qu'on appelle système, puis au niveau aussi de l'engrenage et des partenariats. C'est très nouveau pour les autorités fédérales, entre autres mes collègues et moi-même, de penser que c'est pas nécessairement une menace, c'est une bonne idée d'avoir le pouls de l'industrie. C'est quoi vos enjeux sur le terrain? C'est quoi que vous vivez à tous les jours? Puis d'adapter nos programmes en fonction de l'évolution, la maturité, entre autres les PME. Vous êtes le poumon du Canada. Là où ce que je veux en venir, c'est une opportunité, mais c'est aussi à nous ensemble d'établir c'est quoi les bonnes marches évolutives pour que la maturité se fasse au bon niveau, dans le bon sens. Et moi, si j'avais à vous laisser avec un conseil d'investissement présentement, sans être l'astuce. Okay? Ouais, je vais être servi d'ouvrir ma boîte. C'est de dire, si tu as le choix right now, tu sais que tu es une PME, puis c'est limité là, ton investissement. Je commence où, Isabelle? Est-ce que j'ai besoin de m'inscrire aux marchandises contrôlées et en même temps de faire toute la paperasse pour avoir une cote organisationnelle ou je regarde les contrôles en cybersécurité? Commence par comprendre les contrôles et les domaines de cybersécurité.
Parce que ça, c'est 17 domaines qui couvrent les 8 schèmes de contrôle. Ça va regarder comment rigoureux es-tu quand tu enseignes dans ta compagnie, quand tu expliques c'est quoi l'importance de la protection de ce qui est sensible. Et ça va regarder est-ce que tu fais des mots de passe comme il faut. Ça va regarder est-ce que tu as le bon logiciel avec la bonne encryption. Mais ça va aussi regarder dans ton établissement, la porte chez vous ou ton système de gestion d'accès, là. C'est-tu une caméra avec tout le monde a le même code, 1, 0, 1, 2, 3, 4 pour rentrer dans la même porte? Commence là. Fait que regarde c'est quoi les niveaux de contrôle qu'on appelle cybersécurité. Ne sois pas intimidé. Pense pas que cybersécurité, c'est tellement complexe, je ne comprends rien à la TI. C'est plus vaste que ça. Cybersécurité, c'est dans le cadre de ta business. L'information, elle se divulgue et elle passe où? Autant digital que physique et autant l'humain que la business. Commence là. Puis investis là en premier parce que ça, c'est fondationnel. C'est fondamental. Puis quand tu vas aller chercher ta cote après, ils vont te dire « Ah! Aïe aïe! Tu rencontres déjà tous les contrôles en cybersécurité. Hey! Ton inspection va se faire super vite. » Hein? Parce que, dans le fond, est-ce que c'est la partie la plus compliquée? C'est-à-dire implémenter de façon rigoureuse, comme on te le prescrit, parce que des standards, c'est ça que ça sert, c'est là que c'est plus compliqué. Parce que là, tu es moins libre de faire ce que tu veux. Ah, il me demande, est-ce que j'ai un système de gestion des accès? Oui, check. Ah oui? Lequel? Comment tu le fais? Y suis-tu le standard d'inscription? Est-ce qu'il fait affaire... C'est très, très, très détaillé, le programme canadien de certification cybersécurité. Commence là, puis investis-le en premier, parce que ça, c'est un bon stepping stone là, pour tes prochains, pour le programme marchandise contrôlée, puis pour l'autre. C'est différent, ça ne se remplace pas, mais c'est une bonne façon de comprendre l'importance et la complexité des exigences en matière de sécurité dans le cadre des contrats de la défense. Donc ça, c'était pas votre astuce, là? Non, j'en ai d'autres. Plein d'affaires. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre la boîte à astuces? Allons-y. C'est parti. La boîte à astuces. Donne au suivant en partageant ton meilleur truc. Donc, Mme Corriveau, votre meilleur truc pour les PME, là, vous en avez donné, je pense, quand même un bon cue, mais ça serait quoi le meilleur truc que vous pourriez donner aux PME s'ils veulent faire affaire avec OK, j'en ai 2. Tu dois? Ben oui. OK. Numéro 1, comme j'ai dit tantôt, prends rien pour du cash. C'est pas parce que tu es une petite, moyenne entreprise puis que tu as tellement soif d'avoir un contrat là, dans ton consortium, là, puis là, le Prime, il t'a choisi puis tu es content, là, fait que tu vas dire oui à tout. Non. Si tu es vraiment hot, puis on vient te chercher parce que ce que tu offres, c'est vraiment top, connais ta valeur, puis pose des questions. Sois pas impoli, parce qu'il y en a d'autres comme toi peut-être. Mais si tu es vraiment hot, là, puis tu fites dans ce consortium-là, prends rien pour du cash. Dis, attends, je veux comprendre. Pourquoi vous me demandez ça? Pourquoi maintenant? Est-ce que je peux attendre 1 an? Est-ce que c'est requis, mon exigence en sécurité, seulement at contract award, c'est-à-dire quand on donne le contrat? Ça, c'est dans combien de temps? Ah! Dans 1 an et demi! Pourquoi tu me le demandes là? Bien parce que ça va être plus simple. OK. Mais là, on peut-tu négocier? Donc, ça, c'est 1. 2. La beauté des PME, c'est souvent, c'est des idées, des services ou du matériel qui part d'une idée incroyable. Tu sais, les PME, souvent, c'est des idées innovateurs. C'est créatif. Alors, moi, ce que je suggère à toutes les PME qui écoutent ça, quand tu pitches ton service ou ce que tu vends, colle-la tout le temps ou explique-la tout le temps en valeur ajoutée dans un contexte de sécurité. Je donne un exemple. Ah, moi, j'offre des services experts en service design. Moi, ce que je fais, c'est que j'aide les compagnies à vraiment couper dans les coûts, de décomplexifier ou de vraiment optimiser les processus manufacturiers. OK, bien, c'est super cool, mais
Puis, voici pourquoi que c'est super hot. C'est parce que quand tu mixes mon service avec les exigences en cybersécurité, ça coûte cher, là, investir dans un système, une infrastructure TI qui rencontre toutes les exigences de contrôle. Il faut qu'il soit encrypté, il faut ci, il faut ça. Plus ton end-to-end process est optimisé, il est lean, comme on dit, plus ça va être facile pour toi d'investir dans une infrastructure TI pour rencontrer les objectifs en cybersécurité. Mais là, tu vas t'assurer que tu ne payes pas pour du waste, pour des déchets. Déjà, à la base, si moi, tu fais affaire avec moi, regarde comment c'est bénéfique pour toi quand tu appliques l'exigence en cybersécurité. Fait que connecte tout le temps ce que tu offres dans un cadre qui, sans être toute seule, qui va montrer la valeur ajoutée là où c'est le plus complexe et compliqué avec qui tu fais affaire. Parce que ça, ils vont acheter ça. C'est vrai, ça va me coûter vraiment moins cher pour mon investissement en infrastructure TI si, à la base, j'ai vraiment liné tous mes processus manufacturiers ou de OK, là, je comprends. Fait que pense tout le temps à toi ou à ce que tu offres avec autre chose dans l'écosystème de la défense. Ah, c'est bon. Madame Corriveau, on a battu le record du balado le plus long aujourd'hui et également le plus coloré. OK, donc, ce fut vraiment un plaisir. Merci de m'avoir... Tu vas méditer là, par tout ce que je radote? Je suis pas sûr que je vais couper. OK. C'est vraiment très bon. Alors, merci beaucoup. J'ouvre le jingle de fermeture. OK. Cet enregistrement a été fait au Collège militaire royal de Saint-Jean. Merci à tous nos partenaires et aux nombreux participants. Pour avoir accès à toute notre programmation et nos activités, visitez expansionpme.org dans la section Activités ou, pour l'ensemble de nos projets, axemontérégie.org. Au nom de toute l'équipe, dans ce monde en continuel changement, nous vous souhaitons bonne innovation.